Cube Radio. Épilogue. Bienvenue dans le premier épisode de notre nouvelle série sur la catastrophe ferroviaire de Lac-Mégantic. Je suis Benjamin Tremblay, je suis en compagnie de mon collègue Denis Martel. Salut Denis. Salut Ben. Épilogue, c'est un podcast qu'on a pensé à la manière d'un épilogue. On demande aux acteurs principaux de notre histoire d'épiloguer, si on peut dire, sur des événements marquants auxquels ils ont participé, pour mieux comprendre leur rôle dans le récit québécois. Et aujourd'hui, pour notre premier épisode de la série, on revient sur la nuit et les jours qui ont suivi la tragédie de Lac-Mégantic. Comment la mairesse Colette Roy-Laroche a pu organiser le plan d'urgence. En la voyant s'adresser aux médias, le Québec a découvert et appris à connaître une leader forte et humaniste qui souhaitait faire le mieux possible pour sa communauté bouleversée. Pourtant, elle l'admet aujourd'hui, c'est un événement qui lui a laissé des blessures qui restent encore à guérir. 5 ans après la tragédie, j'ai dû aller consulter parce que j'avais des problèmes physiques. Puis les médecins n'ont jamais été capables d'identifier la cause. J'ai eu 3 médecins. Tous les 3 m'ont dit mon corps réagissait au traumatisme de la tragédie. J'avais peine à le croire, là. Il y a des gens qui font des dépressions. Moi, c'est pas mon cas. Je suis pas dépressive, sauf que c'est mon corps qui me parle. Depuis 2 ans, je suis une thérapie. Puis chaque fois que je raconte, comme aujourd'hui, là, je sens que j'évacue. Mais d'abord, avant de plonger dans le récit des événements, qu'est-ce qui fait qu'une telle catastrophe ferroviaire s'est produite à Lac-Mégantic? Déflagration majeure à Lac-Mégantic. Un wagon rempli de pétrole déraille et prend feu. Une partie de la ville est détruite par les flammes. Comment on va survivre à cet événement? En fait, il faut comprendre que c'est depuis les années 80-90 que la municipalité de Lac-Mégantic essaie de faire construire une voie ferrée qui contournerait le centre-ville. En 91, on commence déjà à mettre en doute la sécurité des fameux wagons-citernes, les DOT 111. Aux États-Unis, un rapport du National Transportation Safety Board décrit le modèle comme étant carrément inadéquat, puisqu'il ne pourrait pas résister au choc d'un déraillement. Donc, en 2009, quand la Montreal Main and Atlantic Railway, la MMA, commence à installer des systèmes de télécommande dans ses locomotives pour réduire les coûts de main-d'œuvre, il y en a plusieurs qui sont inquiets aux États-Unis. MMA n'avait pas une fiche parfaite non plus. Le 2 août 2010, 2 locomotives de la compagnie avaient déraillé à la gare de Farnham à cause d'un problème de frein. L'année suivante, en 2011, une nouvelle norme est entrée en vigueur pour la construction des DOT 111. Les wagons doivent maintenant avoir des parois plus robustes, des boucliers aux extrémités et des dispositifs anti-renversement. Le problème, c'est que la mesure vient des États-Unis. Elle ne s'applique pas au Canada. Et le gouvernement canadien choisit de permettre l'utilisation de l'ancien modèle de DOT 111. En mai 2012, la MMA obtient la permission de Transport Canada pour réduire l'équipage de ces trains sur le territoire canadien de 2 à 1 personne. C'est quelque chose de très rare dans le secteur ferroviaire canadien. Le Canadien national et le Canadien Pacifique utilisent tous les 2 conducteurs sur tous leurs trains. L'été suivant, en 2013, un train de la MMA déraille à Frontenac, tout près de Lac-Mégantic. 13 000 litres de diesel sont déversés dans un fossé. On se dit qu'on est chanceux, qu'un train comme ça, plein de diesel, ça aurait pu exploser. Imaginez si ça arrivait au beau milieu d'une ville. Moins d'1 mois plus tard, le 5 juillet 2013, un train de la MMA quitte Farnham pour la raffinerie Irving de Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick. Un mécanicien de locomotive conduit seul le train. Et 10 minutes après son départ, il réalise que la locomotive 5017, la locomotive de tête, ne fonctionne pas normalement. À 23 heures, après 9 heures de voyage, le train arrive à Nantes, juste à côté de Mégantic. Le conducteur engage les freins à air. Il sort de la locomotive et se met à engager les freins à main sur plusieurs wagons pour être sûr que le train ne bouge pas pendant la nuit. Pour sauver de l'argent, la compagnie laisse toujours un moteur allumé. Ça évite de faire une inspection des freins le lendemain matin. Ce soir, c'est le moteur de la locomotive 5017.
Quand le mécanicien quitte, il voit qu'il y a de l'huile qui sort de la cheminée de la locomotive en question. Il en parle au contrôleur à la radio, qui lui dit de vérifier ça le lendemain. Quelques minutes plus tard, à 23h32, la centrale 911 reçoit des appels à propos d'un incendie qui fait rage dans la locomotive d'un train. En 10 minutes, les pompiers arrivent sur les lieux mais sont impuissants. La mousse et l'eau n'ont aucun effet. On appuie sur le bouton d'urgence pour couper les moteurs et on réussit finalement à maîtriser l'incendie. Le problème, c'est qu'en coupant les moteurs, les freins à air se mettent lentement, progressivement, à perdre la pression. C'est seulement 24 heures plus tard, dans la nuit du 6 juillet, un peu avant 1h du matin, que le train endommagé commence sa dérive. Il est stationné sur une pente à peine perceptible à l'œil nu, mais assez pour propulser le train jusqu'à 101 km/h, beaucoup trop vite. Quand il arrive à Lac-Mégantic, le déraillement est inévitable. À 1h14, les 5 locomotives se détachent du reste du convoi et glissent sur 800 mètres. Les autres wagons partent en vrille et causent des explosions incendiaires un peu partout au centre-ville. Il y a des explosions jusqu'à 4 heures du matin. Le Musicafé, où se trouvait une quarantaine de personnes, est anéanti. La fumée est dense, comme l'odeur. 47 personnes perdent la vie. Aujourd'hui, c'est avec beaucoup de reconnaissance que l'on vous présente le témoignage de Colette Roy-Laroche sur les événements de 2013. Elle a accepté de revenir avec nous sur la nuit du 5 au 6 juillet. Alors, c'est arrivé durant la nuit, vers 1h, 1h10, 1h15 du matin environ. Évidemment, j'étais à la maison. J'étais couchée, je dormais bien. Je dormais bien après une très belle journée ensoleillée et chaude du mois de juillet. Et le téléphone a sonné. Évidemment que j'ai répondu immédiatement. Puis c'était l'un de mes conseillers municipaux qui était aussi ambulancier et qui travaillait cette nuit-là. Il me dit « Madame Laroche, le centre-ville est en feu, le train a déraillé. » Je lui ai posé quelques questions, mais il était tellement en panique que j'ai senti que c'était grave. Alors, c'est son propre sentiment de panique qui était votre meilleur indicateur pour comprendre l'ampleur de l'incident. Oui. Alors, je me suis levée rapidement. J'ai dit à mon mari, lève-toi, le centre-ville est en feu, il faut aller voir. Pouvez-vous nous décrire la scène? C'est quoi? Qui est déployé? Comment ça se passe? Bon, en fait, moi, je voulais aller voir de près, là. Je vous dirais, là, qu'en descendant vers le centre-ville à pied avec mon mari, c'est une des scènes qui m'a marquée et qui me marquera toujours, c'était d'entendre les gens sur la rue pleurer, crier. Il y avait des enfants. Les sentiments que je les vivais comme les citoyens, comme mes concitoyens. C'était la peur, la crainte, un événement qui nous surprend tellement que on pense rêver, on croit rêver. Non seulement les explosions, non seulement les champignons de fumée, non seulement un ciel rouge, mais des sirènes, là, les camions incendies entraient de partout à grande vitesse. Et là, j'ai dit à mon mari, il faut que c'est moi la mairesse. Ouais. Je veux dire, on a un plan d'urgence, il faut mettre notre plan d'urgence en branle. Dans toute catastrophe, tragédie, le maire est le premier responsable de prendre des actions, des décisions. Alors, sur la rue, j'ai rejoint le directeur général, qui lui aussi était sur une rue parallèle, voisine. Alors, on s'est donné, là, il fallait se donner rendez-vous à quelque part parce que il nous devenait impossible d'aller à l'hôtel de ville parce que c'était dans le secteur, dans le périmètre rouge.
Alors, le directeur adjoint de la Sûreté du Québec, du poste ici à Lac-Mégantic, nous a invités à aller au poste de la Sûreté du Québec, nous rassembler pour mettre en branle les mesures d'urgence. Bon, ben OK, ma chérie. Je t'aime fort, ma fille. Bye. Bye. C'est avec votre fille au téléphone? Oui. Elle a survécu de justesse. Elle était au bout du café. Elle est sortie juste avant l'explosion. Elle était dehors, puis là, l'explosion a eu lieu. Ils se sont sauvés à la course. Fait que je dis merci, mon Dieu, au moins, là, tu sais, elle est en vie. Il y en a plusieurs qu'on peut pas retrouver, on sait plus. Mais on vit un drame, là. C'est la ville totale. C'est une ville en deuil. Tout le monde se connaît. Tu sais, c'est pas explicable. C'est pas explicable. Ça va rester marqué. Yvon, vous étiez... On était au Musicafé. On était à 10 secondes d'y rester, nous aussi. Là. On a quitté le bar, qui est le bar un de mes copains, un resto bistrot. Puis nous, on a décidé de quitter. Puis en quittant, on a traversé la rue. J'étais avec Nathalie, puis là, on marchait vers les condos, puis ça allait au condo. Puis on était peut-être à 15 pieds de la voie ferrée. 15-20 pieds de la voie ferrée, puis on a vu le train arriver à toute allure. Puis moi, j'ai regardé la télé, j'ai dit, c'est sûr que le train, il déraille. C'est sûr, il déraille. Il peut pas toffer. Puis là, on a vu les wagons commencer les citernes commencer à bouger. Puis on en a vu une partir. Fait que là, moi, le réflexe que j'ai eu, j'ai pris la main à la télé, j'ai dit, cours, on court. Puis là, on s'est sauvé en arrière d'un magasin, puis l'Arbre-Requin. Puis automatiquement, la première explosion a eu lieu. On a vu le feu courir partout. Le feu tombait à chaque bord de nous parce que c'était des galettes de pétrole qui allaient partout sur les toits, partout, ça courait. Puis à ce moment-là, après, on est parti, puis on a couru vers le lac. J'ai dit, vite, on court vers le lac. Elle voulait rester en arrière d'un building. Mais j'ai dit, non, courons vers le lac. Donc, on s'est sauvé vers le lac, sauté les clôtures pour se rendre au bord de l'eau. Mais on était déjà rendu au bord de l'eau, qui est 3 rues plus loin, que déjà le feu était rendu sur le bord de l'eau. Puis après ça, on est parti. J'ai dit, vite, courons vers le condo. On est monté vers le haut de la ville, dans le fond, en courant sur le bord de l'eau, en traversant les terrains, pour se rendre. Puis là, moi, j'ai dit, vite, on va prendre la voiture pour se sauver. Puis là, elle a eu comme réflexe, non, on va prendre le bateau. Fait que là, j'ai dit, c'est beau, on va chercher les clés du bateau, pris le bateau, puis on s'est en allé au large avec le bateau. Puis là, on est resté là, puis on a attendu que ça se passe, là, tu sais. On a attendu que ça se passe. Chef du Parti québécois, député de Charlevoix-Côte-de-Beaupré et 30e premier ministre et surtout première ministre du Québec de 2012 à 2014. Merci beaucoup, Madame Pauline Marois, d'avoir accepté notre invitation. Ça me fait plaisir, M. Martel, de partager avec vous mes réflexions, mes souvenirs aussi, évidemment. Au départ, d'emblée, comment s'était passé cette semaine-là? Vous étiez dans quel type de dossier? C'était quoi votre quotidien à ce moment-là? Honnêtement, je me souviens pas vraiment de ce qui a précédé cet événement-là et cette fin de semaine-là. Mais ce dont je me souviens, c'est que je n'étais pas à Québec. J'étais chez moi, à Montréal. Ce matin-là, je m'en souviens très, très bien parce que je flambe rarement dans le lit le matin. En fait, pour ne pas dire jamais, mais le samedi, je fais grand congé d'exercice. Et vers 6h, 5h30, 6h, j'ouvre la télé, puis je regarde un petit peu les actualités. Ça me met un peu dedans pour la journée parce qu'une première ministre ne peut jamais rester trop loin de ce qui se passe sur la scène publique. Et honnêtement, j'ai eu le choc de ma vie quand j'ai vu des explosions et du feu à la télé, et où on nous expliquait qu'il y avait eu un accident majeur à Lac-Mégantic. Mais à ce moment-là,
on n'indiquait pas qu'il y avait des blessés ou des morts. Et donc, ça pouvait sembler être un accident de train malheureux qui, évidemment, concernait des wagons, mais où il n'y avait pas de personnes de concernées. Mais en même temps, j'ai parlé à mon garde du corps pour savoir ce qui se passait, c'est-à-dire si on allait devoir aller ou poser des gestes, parce que c'était pas prévu probablement que je le voie le samedi matin, je le voyais peut-être dans l'après-midi du samedi. Alors, je voulais prévenir un peu les coups, et il m'avait mis un peu la puce à l'oreille, il m'a dit, Madame Marois, c'est presque pas possible qu'il n'y ait pas de morts ou de blessés, parce que ça semble être dans le milieu du village. En quelques minutes, j'ai communiqué avec, c'est avec le ministre de la Sécurité publique, mais le ministre de la Sécurité publique, c'est les vacances. Stéphane Bergeron. Stéphane Bergeron avait quitté. Et moi, j'ai jamais eu comme je connaissais bien mon monde, je connaissais bien le personnel des cabinets, parce que c'était des gens avec qui j'avais travaillé dans le passé. Sandra Boucher, pour ne pas la nommer, c'était sa directrice de cabinet. Alors, je me suis dit, quoi de mieux que d'appeler directement la responsable du cabinet pour qu'elle me dise d'abord où est Stéphane, si on peut le rejoindre, et si elle a des informations. Et là, ça a déboulé à un rythme infernal et tout s'est ordonné très, très, très rapidement. Il n'y a pas eu, je dirais, d'hésitation d'aucune façon, ni dans la machine administrative, ni dans l'appareil politique. J'étais curieux. Est-ce que vous avez réussi à parler à M. Bergeron à ce moment-là? Non, j'ai pas réussi à parler à M. Bergeron. J'ai parlé à sa directrice de cabinet, Mme Boucher, parce que Stéphane était en croisière. Il avait le droit, hein? Un ministre a le droit de prendre des vacances. Au milieu de l'été. Oui. Stéphane Bergeron, qui était ministre de la Sécurité publique. À l'époque, j'étais en vacances. J'étais en Europe. J'étais sur une croisière, à bord d'un navire de croisière qui faisait escale à Rostock, dans le nord de l'Allemagne. Et il faut dire qu'on est quelques heures en avance sur le Québec. Et pendant le voyage, je me suis connecté sur Twitter. Et j'ai vu à un moment donné un gazouillis qui disait incendie majeur à Lac-Mégantic. C'était manifestement les toutes premières nouvelles qui sortaient au sujet de l'incendie. Évidemment, des incendies majeurs, il y en a fréquemment au Québec. Alors, à quel point était-ce plus important, plus dramatique que d'autres incendies majeurs? Alors, pour m'en assurer, j'ai communiqué avec ma directrice de cabinet. Puis là, il faut se souvenir, on est en pleine nuit au Québec. Et qui me répond dans les minutes suivantes, t'inquiète, on gère. OK. J'imagine qu'elle en savait pas beaucoup davantage. Non, c'est ça, à ce moment-là, pas vraiment davantage que c'est. Voilà, exactement. On connaissait pas l'ampleur. Et là, moi, je fais mon tour à Berlin et puis, mais j'ai toujours ça dans l'occiput arrière. Et lorsque la fin de la journée arrive, je suis retourné sur Twitter. Et là, à un moment donné, j'ai vu un gazouillis de la Sûreté du Québec qui disait évaluation sommaire des pertes de vies humaines autour de 60. Et là, j'ai communiqué avec ma directrice de cabinet. J'ai dit je reviens. Comment s'est passé le reste de la nuit comme ça, là? De 3 heures jusqu'à votre première conférence de presse le lendemain matin où l'ensemble du Québec, en se réveillant, apprenait la tragédie. Comment ça s'est passé tout le reste de la nuit? Avec la directrice de la Sécurité civile, je vous dirais qu'on s'est affairé à ce que tous les besoins urgents, là, soit répondu. Alors, jusqu'à la conférence de presse, en fait, j'ai vécu une expérience où, en même temps, c'est très difficile, c'est très lourd, mais en même temps, on a une adrénaline là, qu'on ne peut pas mesurer. Je me sentais en même temps une telle responsabilité de parler
à mes concitoyens. Ça faisait déjà 11 ans que j'étais à la mairie. C'était des gens que j'avais côtoyés, que j'aimais. Les gens me connaissaient. Je n'étais pas une parfaite inconnue, là. Alors, il fallait que je trouve le bon ton, les bons mots, où on en est, qu'est-ce qu'on sait, puis tout ce qu'on ne sait pas. Mais je voulais aussi leur dire que nous prenions soin d'eux, que tous ceux qui avaient des besoins d'hébergement, d'information, que nous avions des équipes, la polyvalente, la Croix-Rouge était présente, les services sociaux, les intervenants sociaux étaient présents, les gens étaient là pour les accueillir et les supporter. En m'appuyant sur ma responsabilité, j'ai trouvé le courage de me présenter devant la caméra et je me pensais solide. Et puis quand j'ai commencé à m'adresser aux citoyens, je vous dirais que l'émotion a monté, une boule dans la gorge. Et là, je ne trouvais plus les mots. J'ai toujours été une personne d'équipe dans toutes les fonctions que j'ai occupées. Donc, je me suis pas présentée là toute seule, là. La directrice régionale de la sécurité civile était présente. Le préfet de la MRC, Maurice Bernier, était présent. Le directeur du service incendie était présent. Il y avait le directeur de la Sûreté du Québec de la région de l'Estrie qui était présent. Alors, ces gens-là étaient derrière moi. Puis, quand Maurice Bernier, qui est un ami aussi maintenant, là, a senti que je commençais à perdre mes moyens, il a mis ses deux mains sur mes épaules. J'ai senti comme un courant d'énergie, une force. J'ai repris pied. Je dois vous dire que nous avons nous avons déployé toutes les ressources pour assurer que nous puissions supporter nos citoyens qui ont été évacués. Et là, j'ai lâché une expression, là. Qu'est-ce qui nous est arrivé, là? Qu'est-ce qui s'est passé, t'sais? Et j'ai pu enchaîner. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, on ne s'attardait pas à trouver des réponses. Non, okay. Mais on se posait les questions. Ouais. Mais notre priorité, c'était pas de trouver des réponses. Okay, mais la question se posait. Nous posons des questions. Comment on va survivre à cet événement? Là, je comprends que l'ampleur de l'événement n'a pas été saisie immédiatement. Il y a eu vous l'avez appris tranquillement. Oui. C'est à quel moment ça vous a frappé, l'importance et la gravité de la tragédie? Je dirais peut-être autour de 9h30, 10h le matin, où là, on m'a fait rapport et on m'a dit, là, c'est très sérieux, c'est très grave. Il y a des morts, on ne peut pas évaluer combien à ce moment-ci. Il y a des dégâts matériels majeurs. On a dû évacuer le centre-ville. Cependant, on m'a informé que les autorités municipales, donc la mairesse, dans ce cas-là, Mme Roy-Laroche, Colette Roy-Laroche, était évidemment et avait pris les choses en charge et assumait ses responsabilités. Et immédiatement, ça a été « je veux parler à la mairesse ». Et j'ai dit aux gens qui étaient évidemment en responsabilité, j'ai dit là, on s'entend. D'abord, je veux aller, je veux voir, je veux signifier aux autorités. Je connaissais pas, moi, Mme Roy-Laroche. En fait, probablement, j'avais déjà rencontré dans une autre vie parce que pendant que j'étais ministre de l'Éducation, elle était, dans une commission scolaire. Elle avait été directrice d'école, etc. Je lui ai parlé. Je lui ai dit qu'on serait à son service. Je vais demander à mon personnel de dire, là, vous me préparez, évidemment, c'est un vol en hélicoptère, c'est très loin de Lac-Mégantic, de Montréal, avec des routes qui sont assez sinueuses. Alors, on va aller avec la Sûreté du Québec, se rendre là-bas. Vous allez déterminer avec la mairesse quel est le moment le plus propice. Puis je veux pas de flafla, puis je veux pas de Madame la Première ministre, puis des dates.
l'essentiel, point. Je veux voir la mairesse, je veux voir le site et je veux rencontrer ceux et celles qui, au sein de mon gouvernement, qui peuvent être là. Et moi, je vais leur dire, là, vous êtes au service de Mme Roy-Laroche. Écoutez-la, puis si vous pensez qu'il y a des décisions que vous n'êtes pas capable de prendre, vous m'appelez, on se coordonne et puis je vous donnerai les autorisations. Dans le prochain épisode, comment se sont déroulées les premières rencontres avec la première ministre Pauline Marois et comment est née leur complicité? Qu'est-ce que l'État québécois peut faire pour une municipalité aux prises avec une telle tragédie? Et qu'est-ce qu'on peut en retenir? Est-ce qu'on est à l'abri que ça se reproduise aujourd'hui? C'est à suivre dans le prochain épisode d'Épilogue. À bientôt! Animation, Benjamin Tremblay et moi-même, Denis Martel. Réalisation, Anne-Sophie Carpentier. Merci à Joshua Ménard-Suarez à la recherche. Merci à Valérie Tawil du service des archives de TVA. Une production Cube Radio.